Hello mes kings et mes queens, welcome to the kingdom, welcome to the royalty. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été difficile pour moi à tourner, je crois que je l'ai refaite 3 fois. Mais bon, aujourd'hui c'est la bonne. Je vous ai sorti un TikTok à ce propos, du coup je vous dis tout sur ma fausse couche. Du coup, au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer un peu mon témoignage, mon background, mes rêves dans la vie. Et ensuite, je vais vous dire comment s'est passé ma fausse couche et 2-3 tips pour soutenir quelqu'un qui vit ça. Et j'espère redonner de l'espoir à toutes celles qui en ont vécu une pour vous dire qu'il y a de l'espoir malgré cette grande épreuve. Que moi, j'ai toujours rêvé d'être maman depuis mon plus jeune âge. Je disais à ma mère, moi, je veux être maman. Quand on me demandait quel métier je voulais faire, je voulais être maman. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Le reste ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai très vite développé un instinct maternel et tout. J'ai toujours eu ça. J'étais belle maman, donc c'était une très belle expérience, mais je voulais avoir mon enfant à moi toute seule. Du coup, en 2021, je me suis fait opérer de l'utérus et j'ai eu très peur de pas pouvoir faire des enfants, mais j'avais foi en Dieu que Dieu il savait toutes choses et que c'était pas selon sa parole. Dans la parole de Dieu, soyez féconds. Donc normalement, on n'est pas censé ne pas être fécond ou être stérile, c'est pas la normalité de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc je me suis accrochée à cette parole. J'expliquais comment ça s'est passé. Donc j'arrive au mois de juin 2021. Et il faut savoir que je prenais plus de contraceptifs parce que j'aimais plus le système de prendre des hormones avec l'opération que j'avais eue en février. Des hormones, je voulais plus de tout ça. Donc je faisais le système du calendrier. Le système du calendrier, il est très très bien. En tout cas, moi, il me convenait très bien. J'avais fait 2 ans comme ça avec le système du 2 ans, 1 an, je sais plus, bref, 2 ans, je crois, avec le système du calendrier et tout se passait bien. Sauf que le système du calendrier, il faut être très précis. Enfin, en gros, il faut faire attention tout le temps. Moi, j'avais des règles régulières, donc il n'y a pas de problème, je faisais attention. Et du coup, le jour où j'ai décidé, entre guillemets, de pas faire attention, ben, ça va pas louper. Retard de règles, au début, j'y prêtais pas trop attention parce que mon ex et moi, on ne cherchait pas à avoir d'enfant. C'était pas du tout le moment, ni pour notre couple, ni financièrement, ni rien du tout. C'était pas le moment du tout d'avoir un enfant. Du coup, bah, on n'y pensait pas. Donc, je pensais pas à cette solution-là. Ça commençait quand même à faire 9 jours de retard de règles. Et je commençais à être vraiment impatiente. Du coup, je fais un test qui s'est révélé positif directement. Et bah, j'étais très contente parce que j'ai toujours rêvé d'être maman, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant, d'être enceinte. Donc tout de suite, je m'étais déjà projetée, imaginée. J'étais très contente. Donc je sais pas si c'est là que j'ai appelé ma famille. Non, je crois que c'est pas là. Je sais plus. Bref, j'étais déjà très contente et je l'ai annoncé à mes proches, je crois, à ce moment-là. Et tout s'est enchaîné. J'ai fait une prise de sang le lendemain, j'ai annoncé au papa. Et le fait que je réalise que je suis enceinte, que je fasse toutes les analyses, mes symptômes ils sont commencé à arriver et j'avais des symptômes, laisse tomber. Ça ressemblait à une gastro, je vomissais tout le temps. En fait, j'avais de l'hypergravity, donc je faisais que de vomir, je vomissais tout le temps, comme pour ma grossesse de Liam en fait. Je vomissais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais que de maigrir, je voulais pas boire, je voulais pas m'alimenter, donc c'était horrible au début et je me disais, oh, c'est ça que je cherchais en fait. Ok. Là, on va dire, tout allait bien. J'étais une petite femme enceinte, tranquille. Tout se passait bien. Je commençais à avoir une ligne sur mon ventre. J'étais trop contente. Et donc, je vais pour faire mon échographie de datation. Nana, toute contente. J'arrive à l'échographie. Et bah déjà, la dame qui m'accueille, je veux dire, les gens qui travaillent avec des personnes qui doivent avoir du contact avec l'humain, enfin je veux dire changer quoi. Et une attitude qui va avec vos propos, vos métiers. Sinon faites des métiers dans une cave ou solo, vous avez besoin d'être en contact avec personne. Donc bref, la dame elle était pas très aimable, moi c'était mon premier bébé, donc j'étais super enthousiaste et tout, elle était en mode ok, calme-toi, ça y est, quoi, des vagins j'en vois plein, des utérus j'en vois plein. Et bon bref, moi je m'en foutais, j'étais dans mon nuage. Et là elle arrive, du coup elle regarde et tout, elle me dit oui, donc on voit bien une poche, on voit bien un œuf et tout, donc il est bien accroché et tout. Et là, silence. Elle me dit plus rien. Elle dit rien. Et elle dit bah il n'y a pas d'activité cardiaque pour l'instant, mais ça veut rien dire, ne vous inquiétez pas.
c'est tôt dans la grossesse, donc ça se peut que ça part ce soir, le cœur démarre ce soir ou je sais pas quoi. Donc je panique pas et elle me dit bah, on se revoit dans 2 semaines si vous médecin qui vous suit pendant votre grossesse ou soit vous verrez avec votre sage-femme. Donc déjà je voulais pas d'elle. Du coup j'ai dit d'accord. Donc déjà la stress mais là j'étais en prière quoi. Je recommence à prier. Je recommence à prier par rapport à ça et je me dis bon ça va le faire. Ensuite donc j'attends les 2 semaines, je vais à mon rendez-vous. Donc chez un échographe, parce qu'on m'avait donné rendez-vous chez un échographe. Et là, je vais chez l'échographe et tout. Et le mec, il arrive. Lui aussi, aucun scope. Je suis plus jamais retournée d'ailleurs là-bas. C'était le centre de santé Europe à Saint-Lazare. Je suis plus jamais retournée. Après cette histoire, je ne suis plus jamais. J'ai jamais mis mes pieds là-bas. Et en gros, j'étais toute seule parce que bah mon ex, il avait eu la bonne idée de ramener son pote et bref au rendez-vous et tout, donc on n'avait pas pu tous rentrer, bref, n'importe quoi. Et donc l'échographe passe son truc et tout, et il me dit ah ben vous avez perdu le bébé, je vois rien. Comme ça. Comme je vous le dis, texto, il me le dit comme ça. Et là je commence à pleurer, je me dis quoi. Elle me dit ah non zut, hein, il est là, il est vraiment tout petit. What? Tu crois on parle de quoi là? Genre en mode on joue au bowling, au billard, tu man, concentre-toi là. Et il me dit, ah, par contre, il est vraiment petit et tout, et j'ai pas d'activité cardiaque moi non plus, mais il a évolué par rapport à la dernière fois, enfin, aux images que vous m'avez montrées, il est revenu dans 2 semaines. Donc bref, ça a commencé à me saouler, il est revenu dans 2 semaines, revenu dans 2 semaines, donc je fous en larmes, je pleure. Ouais, à ce moment-là, j'étais pessimiste pour moi, cet enfant, il était, enfin, c'était pas normal ce qui se passait. J'avais trop de rendez-vous, trop de trucs, c'était pas normal. Donc je pleure, je m'effondre dans la voiture. Donc là, je vous fais un gros saut. Et donc mon ex, il décide qu'on aille chez sa famille à Nantes pour essayer de me changer les idées, pas me concentrer sur ça. Et donc moi j'avais un rendez-vous dans 2 semaines. Donc on passe un super bon moment à Nantes, ça se passe bien. Bref, j'arrive à Nantes. Moi j'ai pas annoncé ma grossesse là-bas, sa famille, parce que bah, ça se passait pas très bien, c'était le début, tu vois. Et bref, direct, sa grand-mère, elle capte que je suis enceinte et tout. Et bah, elle capte que je suis enceinte, du coup je dois expliquer que oui effectivement je suis enceinte et tout, mais j'ai pas trop envie de rentrer, tout le monde est content là-bas, hein. Mais voilà, moi je pouvais pas être pleinement contente parce que je savais en fait. Et ma sage-femme, je l'aimais trop celle-là, j'avais trouvé ma sage-femme, elle est partie en Provence malheureusement. Et elle me donne de loin un bilan à faire de sang pour voir si le fœtus évolue. Donc je le fais à Nantes. Et les résultats étaient bons, vraiment étaient bons, ça montrait une grossesse évolutive en fait. Et le soir même, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vois quelqu'un toucher mon ventre en fait. Et à partir de ce moment-là, où j'ai fait ce rêve, mes symptômes, je vous avais dit que j'avais des symptômes de ouf. À partir de ce moment-là, mes symptômes, ils se sont atténués. J'avais toujours mes aigreurs du matin, mais je ne m'y sais plus. Je retrouvais l'appétit. J'étais mal à l'aise. Ouais, j'étais pas bien dans mon corps, mais c'était pas au stade de ce que j'avais avant. Donc je me suis dit, moi tout de suite intérieurement, mon instinct, enfin le Saint-Esprit, j'étais pas bien. Mais je restais dans la désillusion. Je me rappelle, j'avais dit à mon ex, c'est bizarre, j'ai plus de symptômes. Et après il me disait, ah, ben, c'est normal, le bébé grandit. Donc bref, lui, il était toujours optimiste. Et donc à un moment, donc je crois que c'était la veille de notre départ, et il me dit ouais moi j'ai envie de rester, j'ai vu avec mon oncle, on peut essayer d'aller au CHU d'ici. Bref, moi je voulais pas de ça, il y a eu une dispute, finalement je suis rentrée toute seule. Là où on devait partir tous les deux, je suis rentrée toute seule, il m'a pas suivi. Bref, ça c'est autre chose. Du coup, j'arrive le jour de rendez-vous et je demande à ma mère et à ma soeur de m'accompagner au rendez-vous, parce que j'étais hyper stressée. Normalement, je suis pas censée pleurer. Du coup, on arrive au rendez-vous. Et c'était une échographe, c'était pas ma sage-femme de moi que je devais avoir parce qu'elle était pas là. Et là, la dame, elle passe son truc et tout, et elle dit, elle me regarde, elle nettoie mon ventre et elle me dit on va s'asseoir. Elle me dit écoutez, je vais vous faire une lettre parce que il n'y a pas d'activité cardiaque. Le bébé il évolue plus. Il a évolué un moment, mais là il évolue plus. On pense que son cœur il s'est arrêté ou soit il a même jamais commencé à battre. Mais c'est bizarre parce qu'il évoluait, parce qu'il y avait un échange entre le placenta et le bébé.
Mais il évolue plus et après le reste, j'entendais plus pleurer. Ma mère, elle me disait arrête. Non, c'est ma soeur qui s'est mise à pleurer. Du coup, je me suis mise à pleurer. Ma mère, elle disait arrêtez de pleurer. Mais bref, le médecin a dit mais si, c'est normal qu'elle pleure. Et en gros, elle m'a dit je vais vous faire une lettre pour que vous allez aux urgences pour que vous enleviez en fait l'enfant. Parce que là, sinon enfin, il peut pourrir en vous et causer d'autres dommages qui seront pas appréciables si vous voulez avoir une autre grossesse. Et là, j'étais là en mode mais moi, je vais pas avorter de mon bébé en fait. Je vais pas avorter de mon bébé, hors de question. Donc, ni une ni deux, me voilà avec la lettre, ma mère et moi aux urgences. Et là, je vois toutes ces femmes aux urgences obstétriques avec leur ventre. Et bah, je laissais passer tout le monde avant moi parce que je me disais, elles ont des bébés en bonne santé, genre en mode, allez-y madame, genre en mode, moi, mon bébé, genre il est mort. Donc, dans tous les cas, c'est pas pressé, il ne sera pas moins mort dans 2 heures, quoi. Et donc bref, l'équipe qui m'a eu au service obstétrique à Tenon ce jour-là était juste bénie, c'était des amours. Donc les infirmières qui m'ont pris en charge, comment elles m'ont parlé avec la douceur, ensuite le médecin qui m'a expliqué la procédure, qui m'a confirmé qu'effectivement le bébé était plus vivant et qui m'a expliqué comment ça allait se passer, ils étaient tous top. Donc bref, les infirmières elles me prennent en charge top, j'arrive avec le médecin. Et le médecin, donc, il refait une échographie parce qu'il faut bien être sûr. Et donc, il voit bien que oui, ça évolue pas. Il m'explique qu'en fait, j'ai 2 solutions. Soit je vais par aspiration. En fait, comme un avortement. J'ai jamais avorté de toute ma vie. Et là, c'était comme si on me proposait un avortement. Et je disais, mais moi, c'est pas dans mes convictions et tout. Et en gros, ils m'ont expliqué que mon bébé, il était trop bien accroché. Et qu'en gros, il tomberait pas tout seul. Donc, en gros, c'est à nous d'aller le chercher. Pour moi, je l'ai vécu comme si je me faisais avorter. Moi, c'était comme si j'avortais et c'est-à-dire que dans ma tête, j'arrivais pas à capter ça. Et du coup, j'ai dit, c'est hors de question que je me fasse aspirer, je vais prendre les médicaments. Et je crois que pour l'avortement, il y a 3 médicaments ou 2, je sais plus. Moi, ils m'en ont donné que un, je crois. Et en gros, que je devais prendre chez moi. Du coup, mon ex me dit, écoute, attends-moi que j'arrive pour prendre les médicaments. Et comme ça, on va le faire ensemble. Donc, moi, en entendant, je fais que de pleurer. Je fais que de pleurer, je fais que de pleurer, je fais que de pleurer. Je maudis Dieu. À ce moment-là, vraiment, je maudis Dieu. Je demande à Dieu pourquoi il me fait vivre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Par la suite, j'ai compris pourquoi Dieu il a fait ça. C'était pas du tout le moment ni pour moi, ni pour mon couple, ni pour rien. Mais enfin, j'ai compris entre guillemets. Hein. Mais bon, bref, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous les propos que j'ai pu tenir. Et j'étais là à la maison, vide. J'essayais de dormir, mais j'arrivais pas. C'était vraiment dur. Ensuite, le lendemain matin, j'attendais mon ex qui n'est jamais arrivé. Et du coup, ma mère, ouais, il est jamais. Bref, bref. Le lendemain, du coup, ma mère, elle me réveille, elle me dit non, on va prendre le médicament, c'est fort et tout. Je commençais à sentir mauvais. Voilà, bah, de la fnouzère. Je sentais mauvais. Et du coup, je prends le médicament. Et je prends d'autres médicaments qui, en gros, je prends le médicament qui va faire pas interrompre la grossesse, parce que la grossesse était déjà interrompue, mais la faire expulser, d'autres médicaments pour les contractions et la douleur. Donc du coup, je prends les médicaments et ma mère, elle me prépare un petit coin douillet dans sa chambre, couverture, nourriture et tout. Ma belle-mère aussi était venue, elle m'avait apporté de la nourriture et tout. Et des grosses serviettes pour pas me salir. Et donc je m'endors, je crois que c'était le médicament, ils m'ont assommé. Et je m'endors, et là, d'un coup, pour moi, j'avais dormi pas longtemps, mais j'avais dormi, je crois que ma mère m'a dit 2 heures. Et là, d'un coup, une envie de pousser et de pousser. Ah oui, il faut savoir que le médecin m'avait dit de ne pas regarder. Je vais aux toilettes, j'expulse et de ne pas regarder, de ne pas mettre ma main, de ne pas regarder. Donc je sens l'envie, j'ai très mal au ventre. Je commence à crier, oh maman, maman et tout. Ma mère, elle arrive, elle m'accompagne aux toilettes. Elle m'accompagne aux toilettes et
je pousse en fait et je demande à ma mère de me laisser en fait. Et je pousse et le réflexe que j'ai, c'est d'attraper en fait ce que j'ai, ce qui sort de moi. Et genre, je pousse comme si j'accouchais, hein, mais c'était pas un gros poussé puisque il était pas grand. Et là, il y a un truc qui tombe en fait dans mes mains. Et vous savez, en fait, moi, quand il m'arrive quelque chose de très grave, c'est comme quand je m'étais fait violer. Ben pour moi, je sais pas ce qui se passe, mais mon cerveau il dit que c'est pas moi et que je mens et que ça m'est pas arrivé. Du coup, quand j'avais ça dans les mains, parce que je le tenais comme ça, je me disais, ça sort pas de moi, c'est des règles, c'est pas possible. Mais en fait, on voyait distinctement, genre, un espèce de, je sais pas si on peut dire un placement. En fait, on voyait une poche, vraiment une poche. Et j'étais là en mode déchire la poche pour voir si c'est vraiment ton enfant. Je vous dis les choses glauques. Hein. Et j'étais là en mode une voix, laisse-la partir. Et j'étais là en mode, je regardais ma mère et je disais, mais maman, je vais pas le jeter dans les toilettes, genre. C'est mon enfant, je vais pas le jeter dans les toilettes. Et ma mère, elle a dit si. Et du coup, elle a tiré la chasse d'eau. Ou j'ai tiré la chasse d'eau, je me rappelle plus trop. Et j'ai pleuré, mais j'ai pleuré d'une force parce que pour moi, il y avait mon enfant, le fruit de mon amour, avec son papa qui était dans les toilettes. En fait, la symbolique, pour moi, c'était trop un truc de ouf, en fait. Genre en mode, j'ai jeté mon bébé dans les toilettes. C'était horrible. Et quelques jours après que ça soit passé, j'avais mal au ventre, mais j'avais un traitement sur quelques jours. J'avais mal au ventre, mais voilà. Psychologiquement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, je faisais que de pleurer. Et un jour, une amie, elle vient, elle me dit, allez, on sort. Je vais te changer un peu les idées et on va pas très loin. Et là, douleur. Mais douleur, mais une douleur. En fait, la même douleur que j'ai eue avant. Et là, je lui dis, il faut que j'aille aux toilettes. Je tremblais des jambes, parce que j'avais même pas pris mes médicaments, je crois. Je tremblais, j'étais horrible. Et là, pareil, je repousse 2 fois. Là, cette fois-ci, je regarde pas. Et du coup, ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es enceinte de jumeaux ou quoi? C'est quoi ça? Donc, je ne saurais pas jusqu'à aujourd'hui vous dire pourquoi j'ai eu ça. Du coup, j'ai tiré la chasse et j'ai continué ma vie, entre guillemets. Et le soir même, j'avais les seins qui coulaient. Genre, seins qui coulaient, j'avais sali mes draps et tout. Et j'étais là en mode. En fait, je pleurais parce que je me disais, j'ai tous les symptômes d'une femme qui vient d'accoucher sans bébé. C'était hyper dur. Et tout ça, sans mon compagnon. Donc c'était sans mon ex en fait. Tout ça c'était encore plus dur. C'était très dur parce que du coup j'ai vécu la chose seule, sans mon ex. Et j'avais besoin que de lui. À ce moment-là, je vais pas vous mentir que on aurait pu m'emmener n'importe qui, j'avais besoin que de lui. Parce que pour moi, il n'y avait que lui qui comprenait. Mais bon, apparemment, on ne gère pas les choses de la même manière. Du coup, je me suis réfugiée auprès de Dieu. Et j'ai vraiment trouvé une consolation en Dieu, comme si quelqu'un de physique me prenait dans ses bras. En fait, comme si j'avais mon ex, mais c'était Dieu, en fait. J'avais vraiment quelqu'un de physique qui me prenait dans ses bras et qui me réconfortait, en fait. Franchement, Dieu, il m'a tellement aidé à traverser ça. Et, en fait, j'ai vu ce que c'est avoir le Dieu consolateur. Je l'ai vu réellement. J'ai vu sa main, j'ai vu son aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il m'arrive une épreuve, je dis toujours à Dieu, je te lâcherai pas parce que la manière dont tu t'es occupé de moi quand j'ai perdu cet enfant, je sais que tu m'abandonneras jamais. Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je me raccroche à ça. En fait, Dieu s'est révélé à moi comme un papa, vraiment. Et ma mère aussi, ma belle-mère aussi, ils ont vraiment été top avec moi. Vraiment, ils ont été top. Ils m'ont chouchouté, ils se sont vraiment bien occupés de moi. Et après ça, j'ai dû voir un psychologue parce que j'avais commencé un travail. Et je pleurais tout le temps. Je partais au travail dès qu'on nous disait, tu sais, les questions basiques. Par exemple, notre formateur, il nous donnait des conseils en mode les femmes, ne faites pas d'enfants tout de suite et tout pour le travail. Et genre, je me mettais à pleurer en sanglots. Je me disais, mais pourquoi pour un travail pas faire d'enfants et tout, c'est du n'importe quoi. Bref. Donc là, on m'a poussé à voir un psychologue parce que ça me bouffait l'état d'esprit. Et du coup, j'ai vu cette psychologue. Je sais pas si ça m'a fait du bien, mais en tout cas, j'en parlais avec elle. J'en parlais. Il y avait quelque chose, en fait, c'est le sentiment de, est-ce que je suis une femme normalement constituée, en fait? Pourquoi je l'ai perdue?
Donc, les médecins ne te donnent pas vraiment d'explications. Ils te disent qu'au bout de 3 fausses couches, il faut commencer à chercher. Mais avant, en gros, il n'y a pas à chercher. C'est juste qu'une femme sur 3 va avoir une fausse couche. Je ne vous le souhaite pas au nom de Jésus. Refusez cet esprit. Et c'est comme ça. Donc, c'était très dur de voir les autres autour de toi avoir des enfants parce qu'on était dans un groupe et on est pratiquement toutes tombées enceintes en même temps. Et c'était dur de les voir, elles, enceintes et pas moi. Je vais pas mentir, c'était dur. J'étais contente, hein, mais c'était très dur. Surtout quand on voyait qu'il y en avait qui buvaient, qui fumaient. Et leurs enfants allaient très bien. Moi, j'ai tout suivi correctement et non. Donc, c'était très dur à accepter. Et j'étais grave dans ce truc de qu'est-ce que je fais? Je fais un enfant parce que j'en ai perdu un ou je continue ma vie? Le moment était vraiment pas bien choisi ni propice pour avoir un enfant dans notre ancien appartement et tout. C'était pas le bon moment. Donc j'ai recommencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à faire du sport. On a déménagé. Dans mon couple, ça allait entre guillemets mieux. Et 6 mois plus tard, rebelote. 6 mois plus tard, rebelote. J'étais tombée enceinte il y a 6 mois, donc je savais très bien que tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais, c'était ça. Mais j'avais tellement peur de revivre tout ça que les 3 premiers mois de ma grossesse, je ne touchais pas mon ventre et j'étais allée voir aucun médecin. Aucun médecin, aucune échographie, rien du tout. Et j'ai fait ma première échographie, j'étais déjà enceinte de 3 mois passés. Et c'était le moment de faire la T1 et tout se passait bien. Dieu m'a fait grâce à un petit garçon qui s'appelle Liam, qui a aujourd'hui 1 an et 5 mois, qui va très bien, qui est en parfaite santé. C'était un bébé macrosomie, c'est-à-dire que c'était un bébé grand et gros. Il faisait 4,80 kg pour 52 cm et demi. J'ai une petite frayeur à 6 mois, mais il se portait bien. À entendre son cœur à chaque échographie, quand j'entendais son cœur, je voyais la gloire de Dieu et je voyais le Dieu consolateur. Vraiment celui qui console, celui qui restaure. Et voilà, c'est mon histoire, c'est ma petite testimonie par rapport à la fausse couche. Donc je sais à quel point c'est dur, je sais toutes les pensées à quelles on peut avoir à ce moment-là, mais sachez que Dieu a réellement un plan pour vous. Et je sais que là, vous ne comprenez pas, que vous dites que c'est des paroles comme ça. Je suis l'exemple vivant que Dieu peut faire, Dieu peut agir, que dans ton malheur, dans ta détresse, Dieu peut agir, Dieu peut faire, Dieu peut transformer les situations, Dieu peut transformer le storm en sun. Ta tempête ne restera pas tout le temps une tempête. Tu auras des moments de calme, tu auras des moments d'apaisement, des moments ensoleillés. Crois-le. Voilà, donc c'était un message d'espoir pour vous, toutes les femmes qui vivez ça. Je vous comprends. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire pour aider d'autres femmes. Et aussi, messieurs, soyez vraiment là pour vos femmes parce que je sais que vous comprenez pas parce que vous n'avez pas vu, vous avez besoin de concret, vous n'avez pas vu d'échographie peut-être, vous n'avez rien vu, donc vous imaginiez pas encore l'enfant. Mais nous, à partir du moment où on sait qu'on est enceinte, on se projette déjà, on se voit déjà maman. Donc soyez là, écoutez-la. Faites attention à vos mots, faites attention à comment vous êtes avec la personne, par exemple si elle ne veut pas avoir de rapport et tout, comprenez la personne, vraiment, c'est un moment où vous devez vraiment être là pour votre femme, vraiment, vous devez être compréhensif comme vous l'avez jamais été, vous devez être réconfortant comme vous l'avez jamais été, attentionné comme vous l'avez jamais été parce que c'est vraiment quelque chose de dur. Et mesdames, laissez la place au papa parce que même s'ils ne vivent pas comme nous, c'est un deuil aussi pour eux, ils ont une façon aussi à eux de le gérer, donc vivez vraiment cette chose en couple parce que si vous la vivez pas en couple, ça peut vraiment déchirer votre couple. Peut-être pas sur le coup, mais plus tard, ça va la déchirer. C'est une épreuve qui soit vous rend plus fort, soit vous casse totalement. Donc, vivez ça ensemble. Si j'avais des conseils à donner, je ferai une vidéo TikTok sur ça, je pense. Les conseils que je donne, mais je vais vous en donner 2-3. Évitez certaines paroles telles que... Je sais que c'est pas méchant. Je sais vraiment que c'est pas méchant, telles que tu veux en avoir d'autres, n'exagère pas, c'est la vie. Pour nous, c'est notre réalité à ce moment-là et c'est dur de l'accepter en tant que réalité. Sur le moment, on pense pas ou après qu'on va faire un autre enfant. Au moment où on est paranoïaque, on se dit qu'on a un problème, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui nous dit que ça va pas se répéter. Ça crée des angoisses et des choses que tu pensais pas avoir. C'est très dur à vivre sur le moment. Donc,
Je comprends qu'on puisse pas savoir quoi dire, mais soyez juste là. Vraiment, soyez juste là. Là, l'oreille pour écouter, l'épaule réconfortante, la main qui donne à manger, la main qui donne les mouchoirs. Soyez là. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de mots. Parfait. Et priez. Vraiment priez. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager afin que d'autres soient bénis, encouragés. Et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Je vous fais des gros bisous.